C'est le moment, chères auditrices, chers auditeurs, de retrouver sur Radio Parole de Vie l'émission trimestrielle Le Temps du Poème. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir, comme à chaque émission, Anne Biorot. Bienvenue, Anne, Merci. Derrière ce micro. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas seul, puisqu'il y a aussi à vos côtés le musicien, le luthier Jean-Marie Fouilleul. Bienvenue, Jean-Marie, derrière Bonjour. ce micro. Et puis, et on va le voir, ça a un lien direct avec le sujet de l'émission de ce trimestre. Nagisa, bienvenue. Bonjour. Derrière ce micro. Alors vous êtes un jeune japonais qui vivait Jeune. et travaillait à Saint-Malo. Vous êtes originaire de Tokyo, Nagisa. Ouais. Et votre prénom, alors c'est vous qui vous l'êtes donné, ça veut dire l'Est de mer. Alors ça nous parle puisque nous sommes sur la côte d'émeraude. Alors vous l'avez compris, chères auditrices, chers auditeurs, il est question de la poésie japonaise contemporaine ce trimestre, n'est-ce pas Anne ? Tout à fait. Nous avons souhaité faire un peu un panorama de cette poésie japonaise contemporaine, justement, qui est à l'épreuve des turbulences du XXe et du XXIe siècle et s'en est trouvé un peu bouleversée. C'est ce que nous allons voir au cours de l'émission. Donc j'ai mis en première page, bien sûr les auditeurs ne le voient pas, mais je me permets de faire un tout petit crochet sur cette image. C'est une boîte aux lettres spéciale pour déposer des haïkus qui sont des poèmes très brefs, typiques de l'écriture japonaise. Donc pour démarrer, un petit aperçu. Au Japon, ceux qui s'aiment ne disent pas « je t'aime ». Ils disent « il y a de l'amour », comme on dirait qu'il neige ou qu'il fait jour. Ainsi nous le précise Elena Janvier qui en 2012 s'attache à relever avec légèreté les 1001 différences de nos civilisations. Donc tout ça pour dire, j'ai trouvé très intéressant cette expression parce que pour eux, l'amour, s'il est un épanchement bien sûr immense qui déborde de soi, il s'inscrit aussi dans l'immensité du cosmos. Dans l'amour, nous ne sommes pas deux, mais bien trois, en harmonie avec le jour naissant, la pluie qui danse, etc., etc. Et ce détail n'en est pas un, parce qu'il nous plonge d'emblée dans l'aventure poétique japonaise d'hier, mais surtout celle d'aujourd'hui. Alors, un tout petit aspect historique, beaucoup le savent, mais je pense qu'il était intéressant de relever ici. Le Japon fut un pays très longtemps isolé de l'extérieur durant l'époque Edo, malgré tout très longtemps au sens que c'est de 1603 à 1868. Et cette fermeture, bien sûr, a provoqué, au moment de l'ouverture en Occident, une ouverture et un engouement, un choc culturel tel que tout d'un coup, l'Occident a découvert la richesse et le raffinement de cette civilisation. Et on a découvert que écrire, c'est aussi calligraphier, c'est s'imprégner du monde. Écrire, c'est calligraphier, mais se saisir, être saisi. Que le poète n'est pas seulement un miroir, mais le sismographe de toute chose. Et que la poésie, au Japon, est un art érigé au rang national comme art littéraire majeur, y compris par les classes dirigeantes. Alors cet archipel de 8 îles, à la pointe de l'extrême de l'Orient, nous apporte par sa poésie cette palpitation du vivant. Tout pulse, tout palpite, l'esprit et l'espace se confondent. Une évidence bouleversante que nous ferons ici à la lumière du haïku, ce poème japonais si bref soit-il, qu'en un éclair, il balaie tout un monde. Mais aussi à la lumière d'une parole neuve contemporaine qui, au XXIe siècle, se déverse, déborde, invente. Donc emboîtons aujourd'hui le pas de ces poètes contemporains pour capter à travers leur sensibilité une esthétique de l'éphémère, ensuite la fracture provoquée par Hiroshima-Nagasaki et ensuite le dernier aspect des nouvelles voix qui apparaissent. Donc cette esthétique de l'éphémère nous met de plein pied dans ce haïku que je pense beaucoup d'entre nous connaissent, mais pour un petit rappel, c'est un poème le plus bref qu'il soit, qui est né au XVIIe, avec 17 syllabes simplement, et formé de 5, 7, 5 pieds. Et en un instant, tout est là. Donc pour Basho, qui est un des maîtres du haïku, voilà ce qu'il dit pour bien nous immerger dans sa particularité. Le haïku contient à lui seul le ciel, la terre, les hommes, les saisons, la neige, la lune, les fleurs, l'eau, les arbres, l'herbe et les nuages, et puis le cœur humain et la pluie. C'est un monde en miniature.
古池や河飛び込む水の音。 Un vieil étang, une grenouille plonge. Oh, le bruit de l'eau. Poème de Bachot. J'écris, j'efface, je réécris. Effacer à nouveau, puis un coquelicot fleuri. De Hokusai. Sous la lune brillante, je rentre chez moi en compagnie de mon ombre. De Sodo Yamaguchi. Ces 3 poèmes sont du XVIIe. Et un dernier, le voleur m'a tout emporté, sauf la lune qui était à ma fenêtre, de Ryukon. Ces haïkus que nous venons d'entendre datent d'il y a 300 ans. Ils représentent toute une tradition, la poésie tout en épure et en densité, dont le défi est de saisir le hai, à savoir l'essence même des choses. Mais comment concentrer en si peu de mots une impression ressentie ? C'est toute la dextérité et la sensibilité du poète qui se trouve convoquée pour suggérer un monde flottant, un monde éphémère. Encore aujourd'hui, les haïkus les plus connus courent dans toutes les bouches et même sur Internet comme une floraison qui a le goût d'allier l'infiniment petit, l'infiniment grand, l'instant et l'éternité, l'épure et le cocasse, le fluent et l'invariant, qui se traduit en japonais par le terme sabi. Sabi, c'est tout ce qui bouge, tout ce qui change, la patine du bronze, la rouille du fer. Et ça, c'est typiquement haïku. Une écriture poétique qui peut éveiller et refléter une émotion intense que traduit parfaitement l'adjectif sabishi. Sabishi, c'est la conscience de l'impermanence de toute chose, de tout être vivant et de soi-même. Beaucoup d'écrivains, surtout occidentaux, s'en sont d'ailleurs nourris et inspirés, et nous citerons Jacques Kerouac, Gary Schneider, qui est américain, Philippe Jacquaudet, Gilvic, Yves Bonnefoy, Nicolas Bouvier et Kenneth White. Écoutons maintenant quelques haïkus contemporains, eux écrits après 1945, tirés d'une anthologie présentée chez Gallimard en 2007 par Corinne Atlan et Zeno Bianu. Fourmi, tu as beau grimper à la rose, le soleil est encore loin. De Shinohara Ozuka. Lièvre des neiges, il reste dans le monde un frôlement de soie. D'Uzami Gyomoko. アメンボと雨とアメンボと雨と Goutte d'eau qui goûte sur l'araignée qui goûte sur l'araignée d'eau qui. Fujita Soshi, qui est né en 1926. Ici, nous nous arrêtons un petit peu sur la construction de ce haïku pour dire que l'alternance des mots hamembo, qui veut dire l'araignée d'eau, et ame, qui veut dire la pluie, et la répétition de to, comme nous avons entendu, ce haïku comporte un puissant effet d'allitération et évoque certains motifs traditionnels imprimés au pochoir et répétés à l'infini. Donc là, nous sommes en même temps dans du sonore et dans du sens, donc c'est subtil. Un autre haïku, à 60 ans, le cœur inapaisable, je traverse la mer, de Taneda Santoka. Et on doit relever ici que ce poète, quand il a écrit ce poème, n'avait pas 60 ans mais 58. Comment ça se fait ? Eh bien, il faut savoir que le chiffre 60, à savoir 5 x 12, représente au Japon les 5 éléments que sont l'eau, le bois, le feu, la terre, le métal, combinés aux 12 animaux de l'astrologie chinoise, ce qui en fait pour le poète une véritable symbolique. Dans l'œil de l'oiseau migrateur, je deviens toujours plus petit. De Ueda Gozangoku, né en 1933. Ici, aucune hiérarchie ne s'établit entre le monde humain et l'animal.
Ce haïku récuse poétiquement la séparation du moi, axée sur une séparation d'avec un prétendu monde extérieur. Et c'est ce qui en fait toute sa valeur. Midi d'automne, dans la ruche, le bruit du pas des abeilles. Udzami Gyomoko. L'attention que portent certains poètes japonais contemporains au bruit des abeilles, au son du brouillard, relève d'un terme, ozomi, c'est-à-dire l'attention aux choses fines, comme l'un des principes du haïku, qui relève d'un silence intérieur pour mieux prêter l'oreille à la richesse et au souffle du monde. Écoutons une femme, poète très célèbre dont je vais parler un peu. J'ôte ma bague, reste un doigt nu dans le frima des fleurs. Cette poète, c'est Mayuzumi Madoka. Elle est née en 1962 et elle est ambassadrice de la culture japonaise, désignée d'ailleurs par l'Agence japonaise de la culture. Elle est venue plusieurs fois en France. Et je pense que ça vaut le coup au moins de l'écouter comme nous devons le faire une fois. Donc précisons ici qu'elle parle du frima des fleurs. Pourquoi ? Parce qu'à chaque haïku est attribué un kigo, c'est-à-dire un mot de saison. Et le froid des fleurs désigne ici le retour du froid qui accompagne au printemps la floraison des cerisiers. On ne le dira jamais assez à l'époque de l'intelligence artificielle. Encore plus qu'un poème, le haïku est un mode de vie, un style d'être. Il jaillit en marchant, en cheminant vers des lieux sacrés de la nature recherchés pour leur charge émotive. Le poète n'est pas face à la nature, mais plongé dans l'ici et maintenant, dans la densité de l'instant, pour en faire jaillir le flux qui circule. Il s'agit de réincarner notre lien à la nature. Et ça valait le coup d'être dit. Abordons cette période tragique qui est le 6 et le 9 août 1945, la fracture de Hiroshima-Nagasaki. 2 530 000 victimes, 13 990 000 chômeurs rapatriés sans abri, villes et mégapoles en cendres, le coût de la vie qu'a multiplié par 7 en un an, tuberculose, marché noir, hiver nucléaire. Est-il possible encore d'habiter la terre et la vie ? Le haïku s'empare de ce désarroi et tremble dans sa chair. Terre de la bombe atomique, dans ces brumes d'intense chaleur, l'enfant a disparu. De Ishihara Yaka. Marathon sur l'épicentre de la bombe, partout des corps courbés sous les brûlures. De Kaneko Tota. Décombres de la guerre, sur un sol en ciment, des fillettes jouent à la balle.
de Igusa Kaiko. J'ai regardé le ciel. La pluie est tombée dans ma bouche. Anniversaire de la bombe. De Suzuki Chinchi. Bien sûr, ici, il fait allusion à la pluie noire radioactive tombée sur Hiroshima. Seule pour l'éternité, la cicatrice de ma blessure de guerre. De Suzuki Murio. Pour dire l'âpreté du XXe et du XXIe siècle, le poète japonais abandonne les formes subtiles, polies, consacrées. Fait majeur, il y a explosion du kigo, de ce fameux mot de saison, pour adopter le muki haïku, à savoir l'haïku hors saison. Car comment parler de saison quand tout est anéanti? Un puissant flot de paroles se déchaîne. Juste avant le grand tremblement de terre, tout le monde a rêvé. De Sugiura Keisuke. Prunier blanc, le ciel s'effondre, la terre s'effondre, l'espace s'effondre. De Nagata Koi. Ce haïku a été écrit après le grand tremblement de terre de Kobe en 1995, où l'auteur a failli perdre la vie bloqué dans les décombres de sa maison. À l'annonce du typhon, la radio se brouille. Sumitaku Kaenshi. Le haïku va voler en éclats. Il abandonne, suite à ce traumatisme, à ce cataclysme, le nombre de syllabes traditionnelles de 5-7-5 qui a perduré pendant 3 siècles pour adopter une forme libre, un véritable événement. Des nouveaux thèmes apparaissent en écho aux mutations de la société, comme les catastrophes naturelles, les tremblements de terre, la mort, le désarroi, les questions existentielles. Il y a eu un revirement complet du système de valeurs, très bien illustré par ce vers du poète Ayukawa Nobuo. Le paysage à la fenêtre est prisonnier de son cadre. Ah, moi, je veux la pluie, les rues, le soir. Extrait du chant du matin dans un hôtel à l'encre. Donc, 45. En Japon, tout est à construire de fond en comble en partant de zéro. Ainsi s'exprime, après la défaite du Japon, un groupe littéraire appelé Arachi, qui veut dire terre vaine ou terre stérile, qui emprunte d'ailleurs son titre à un célèbre poème de T.S. Eliot, The Wasteland. Ses principaux représentants sont Tamura Yoichi, né en 23, et Ayukama Nobuo. Écoutons l'un d'entre eux. ハンセンホテルの朝の歌。ひどく降り始めた雨の中を、お前はただ遠くへ行こうとしていた。悲しみの街を捨てて、遠くの土地へ行こうとしていた。お前の濡れた肩を抱きしめたとき、生臭い夜風の街が俺には港のように思えたのだ。泉質の明かりの一つ一つを可憐な魂のノスタルジアに灯して、巨大な黒い影が鳩場にうずくまっている。俺はずむ濡れの開墾を捨てて遠い航海に出よう。背負い袋のようにお前をひっかついで航海に出ようと思った。電線の
かすかなうなりが海を飛んでゆく耳鳴りのように思えた。 Sous cette pluie battante qui s'était mise à tomber, tu voulais seulement t'en aller, au loin, à la recherche d'un garde-fou contre la mort. Tu voulais t'éloigner de cette ville de tristesse. Et quand j'ai enlacé tes épaules mouillées, la ville dans le vent nauséabond du soir m'a fait penser à un port, allumant une à une les lumières des cabines dans la nostalgie des âmes innocentes. Une grande ombre noire s'est tapie sur le quai. Abandonner les remords détrempés, partir au large sur l'océan, avec toi sur moi comme un sac à dos sur le dos. Je voulais m'en aller naviguer. Le vague grésillement des fils électriques faisait dans mes oreilles ce bourdonnement qui voltige sur la mer. Ce poème, nous en lisons qu'une partie, est de Ayukawa Nobuo. Abordons maintenant de nouvelles voix, effectivement poétiques, qui apparaissent, parce que comment chanter les fleurs, les oiseaux, le vent, la lune, c'est impossible. Chaque poète doit rechercher, créer une nouvelle écriture, y compris nature. Donc va apparaître sur la scène poétique à partir des années 60 une nouvelle génération qui n'avait pas été envoyée au front du fait de leur jeune âge. Et ils publièrent en 1946 une revue littéraire, Oni no Kotoba, qui veut dire parole de démon, avec comme poète Ooka Makoto, né en 1931, Tanikawa Shuntaro en 1931 et Irizawa Yao, né également en 1931. À un plaque minier. L'année passée, quand vint l'automne, aucun fruit d'arrière-saison. Dans le tourment de la défaite, toi aussi, accablé peut-être, n'en avais donné que 3 ou 4, mais si petits, si vite tombés, sans rougir, sans mûrir. Cependant, cette année, grâce aux effluves d'une vie nouvelle, tu ploies sous les fleurs écloses. Ce poème, empreint d'émotion, est encore rédigé en style classique, mais il retient l'attention par sa dynamique et aussi par sa symbolique de plaque minier, un arbre qui, cette année, va redonner ses fruits, signe bien sûr d'espoir. Toucher. Toucher. Toucher la sève sur les veines du bois. Toucher les courbes lointaines de la femme. Toucher la soif qui loge dans le sable des buildings. Toucher la gorge d'une musique lascive. Toucher. Toucher? Serait-ce voir? Et l'homme, à ton avis? Toucher les noms, toucher l'absurde écart entre les noms et les choses. Toucher l'angoisse de toucher. Et l'excitation qui naît de cette angoisse même. Toucher l'angoisse de se dire que jamais l'excitation ne garantit la justesse de ce que l'on perçoit. Toucher? Serait-ce vérifier la justesse du toucher?
cette justesse de toucher que le toucher même ne peut garantir, où donc la trouver? Le jour où j'ai appris enfin à toucher, j'ai su que je m'éveillais à la vie. D'ailleurs, s'éveiller, quoi de plus naturel? Dès que je l'ai su, j'ai fait la culbute hors de la nature. Toucher, inscrit dans le temps, tout phénomène est pure fiction. C'est donc le moment de toucher toute chose. C'est donc le moment, par ce simple geste, de tâtonner en quête de justesse pour sentir que ce que l'on touche est pure fiction, que le fait de toucher l'est plus encore. Où donc aller? Toucher l'angoisse de toucher, saisir le cœur d'un ongle acéré que l'angoisse fait trembler. Qu'importe, il faut toucher, partir du toucher pour tout recommencer, sans espoir de rebond. Poème d'Ooka Makoto, datant de 68. Ce poème, on le voit, il prend une rythmique moderne, qui est signe qu'a commencé à fleurir dans les années 60 une conscience et une sensibilité nouvelles. Pluie de cris d'hirondelles, d'une femme poète, Shirashi Kazuko. 1200 yens la nuit, un lit propre, face à la mer, une fenêtre ouverte au petit matin, sur la mer qui scintille. Ce qui glisse, ce n'est pas une barque, c'est moi. Où? Là-bas. Je ne sais où, là-bas, je me vois réellement partir hors de moi. Ce matin, je ne suis pas ici. Mentalement, je deviens la tour. Une tour toute droite. Aussitôt, je m'en vais regarder la transparence du lointain changer en l'univers même. Je ne suis plus que mon souffle dans le reflet des vagues moires. Je me vois multiplié en chacune de mes millions de cellules. En conclusion, réceptive à l'ère du temps, la poésie japonaise a su réagir aux catastrophes de notre époque. Un nouveau souffle est né qui a dû transférer une poésie axée sur la sensation à une poésie qui pense. Est-ce bien, est-ce un mal? C'est comme ça. Il n'en reste pas moins que la tradition du haïku reste bien ancrée dans la population japonaise comme une respiration vitale et une force vive. La preuve en est faite par la présence de ces boîtes aux lettres réservées au haïku qui trônent dans certaines rues. Merci à vous Anne Bioro, merci beaucoup à Jean-Marie Fouilleul pour ces extraits à la flûte, merci pour les lectures des textes de Nagisa. C'était le temps du poème que l'on retrouve chaque trimestre sur les ondes de Radio Parole de Vie. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'était la poésie japonaise contemporaine et à très bientôt pour un nouveau temps du poème. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.